La place des femmes dans la démocratie française. Reconnaissons, nous sommes d'accord, le constat est fait, la France est plus que médiocre sur le sujet. J'ajoute sans démagogie aucune, puisque vous êtes majoritaire aujourd'hui dans la salle, que j'ai toujours observé le comportement des femmes en politique. Je le disais tout à l'heure et on ne m'a pas compris parce qu'on a cru que c'était une plaisanterie. Quand je disais que Catherine participait à toutes nos conventions parce que c'était une femme, je le dis parce que je crois profondément que lorsque les femmes décident de s'engager en politique, elles s'engagent à fond. À fond. Et je l'ai constaté, souviens-toi Catherine, lorsque nous avons fait notre liste aux élections régionales. Et Sophie n'est plus là, mais je pourrais dire la même chose de Sophie. Et de vous toutes, bien entendu, qui avez des mandats locaux. Mais au moins pour les parlementaires. Souviens-toi, Catherine, lorsque nous avons constitué notre liste régionale en 2004. Ce n'était pas très facile. Tout le monde se demandait où iraient les listes UDF au moment où l'UMP était considérée comme l'alpha et l'oméga de la construction de la démocratie française. Eh bien, combien de femmes avons-nous contactées qui étaient intéressées, qui avaient un engagement associatif considérable et qui en même temps disaient, après réflexion, déjà elles ne disaient jamais oui d'office, les mecs disent oui tout de suite. Et deuxièmement, elles disaient, écoutez, laissez-moi le temps de réfléchir et je vous donnerai ma réponse dans quelques jours. Avant de répondre, elles voulaient savoir quel était leur engagement. Et bien souvent, elles finissaient par vous dire non, avec comme idée simple, je suis déjà considérablement engagé dans ma vie professionnelle, dans ma vie associative, et je n'aurai pas le temps de faire la totalité des fonctions que vous voulez me faire prendre. Et donc, on a un comportement politique différent, et deuxièmement, au-delà de l'idée du progrès que j'évoquais tout à l'heure, et deuxièmement, les femmes en politique sont en général plus courageuses. Elles sont capables d'affronter avec beaucoup plus de pugnacité, de volonté, un certain nombre de sujets, notamment quand l'homme considère que la majorité n'étant pas certaine, il vaut mieux considérer que ce sujet pourrait être abordé autrement ou à un autre moment. Et moi, je constate que les femmes qui sont maires dans ma circonscription, alors peut-être que c'est une exception, mais elles ont le courage d'aborder les choses avec une conviction affichée et affirmée, et elles ne mettent pas leur mouchoir dans leur poche. Et donc, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, on aurait tout intérêt, au-delà des principes qui sont les nôtres, que les femmes aient une autre place dans la démocratie française. Eh bien, moi, je vous garantis une chose. Dans l'hypothèse où je serais président de la République, je nommerais comme Premier ministre une femme. Parce que je pense qu'on a besoin de symboles. De symboles. Et que le premier des symboles, c'est de faire la place dans ce binôme qui représente président de la République et Premier ministre, c'est de faire la place à la moitié de la société française à sentiment de co-responsabilité dans l'organisation de la société. Sur la parité, je me permets de vous faire observer que nous qui défendons le scrutin proportionnel, c'est quand même le meilleur moyen d'arriver à la parité. Et donc, quand nous défendons la proportionnelle pour assurer la diversité des la représentation des diversités politiques, eh bien, c'est le mode de scrutin qui le permet. Moi, j'ai encore en souvenir la réunion commune du Bundestag et de l'Assemblée nationale française pour le 50e anniversaire, le 40e anniversaire du traité d'amitié franco-allemand. Nous avions une Assemblée nationale faite d'hommes de plus de 50 ans quand vous aviez un Parlement allemand fait de la diversité de la société française et avec une jeunesse incomparable à celle que nous connaissons. Allemande, pardon, mais vous m'aviez compris. Bon, c'est la preuve que vous suivez. Le troisième moyen d'y arriver, l'affreux cumulard que je suis le soutient encore, même si mes collègues parlementaires détestent que j'aborde cette question,
c'est que le cumul des mandats empêche l'arrivée des femmes dans la politique française au niveau national. Et que si vous voulez faire en sorte que les femmes trouvent dans un scrutin majoritaire une place suffisante, eh bien, il faut supprimer le cumul des mandats. Il y a bien d'autres raisons pour le supprimer, mais il y a au moins cette raison-là. Et enfin, moi, je vous le dis, c'est un engagement que je prends en tant que président du nouveau centre. Nous assurerons la parité au moment des élections législatives. Nous investirons autant de femmes que nous investirons d'hommes aux prochaines élections législatives. À bon entendeur, salut. Dernier point, la démocratie, elle est politique, mais elle est aussi sociale. Et il faut aussi qu'on intègre dans notre dispositif législatif les mêmes dispositions pour l'ensemble des élections professionnelles et syndicales. Il n'y a aucune raison que nos syndicats n'abordent pas la question sous le même angle. Et il faut donc la parité aussi dans les organisations professionnelles et dans les organisations syndicales. Parce que j'observe que dans les conventions collectives, si j'en crois les statistiques qui m'ont été fournies, on est loin de faire de la parité le sujet essentiel des conventions collectives. Et donc, démocratie politique, démocratie sociale, sur tous ces sujets-là, nous devons être, nous, nouveaux centres, les fers de lance d'un principe simple, c'est que la France doit être en capacité d'arriver à faire ce que tous les autres pays européens ont fait depuis bien longtemps. Donc, prise de conscience à travers la nomination d'un Premier ministre du sexe féminin et exemplarité du monde politique pour que la totalité de la société française, ensuite, puisse prendre en main ce sujet. Deuxième sujet que je voudrais évoquer avec vous. Le monde professionnel, le monde du travail. Moi, je vous dis clairement, il faut aller vers la sanction. Il faut, imposer le rapport sur la situation comparée, faire en sorte que dans toutes les entreprises, ce rapport soit obligatoire, au moins dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés, c'est-à-dire au moment où il y a une représentation, à partir du moment où il y a un comité d'entreprise. On pourrait même le décider dans toutes les entreprises de plus de 11 salariés, à partir du moment où il doit y avoir une représentation syndicale. Mais au moins dans les entreprises de plus de 50 salariés, considérer que le rapport sur la situation comparée est obligatoire. Mais considérer que ce rapport sur la situation comparée, ça ne suffit pas de le faire. Faut-il encore en tirer des conséquences? Moi, ça me désole d'être obligé de dire ça, mais je pense qu'il faut très clairement considérer que cette question-là doit se régler sous forme d'une sanction ou d'une incitation, ce qui revient à une sanction déguisée. Est-ce que ce pourrait être une baisse des cotisations sociales ou je ne sais quoi, enfin bref, un système de ce genre. Mais toujours est-il qu'il faut qu'il y ait clairement soit une carotte, soit le bâton. Et j'ajoute que la question de l'égalité professionnelle, elle se pose au sein de l'entreprise. Mais excusez-moi de vous le dire, elle se pose aussi au sein de l'école. J'ai visité le salon de l'étudiant samedi matin. J'ai passé toute la matinée au salon de l'étudiant. Honnêtement, je n'avais pas en tête que cet après-midi, nous allions nous retrouver sur cette convention thématique. Et à un moment, j'étais avec la directrice générale adjointe de l'étudiant et je faisais les stands des écoles d'ingénieurs qui sont tenus par des élèves ingénieurs. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais c'est quand même ahurissant. Il n'y a quasiment aucune femme, aucune jeune femme. Eh bien ça, mesdames et messieurs, je crois que c'est vous qui donniez ces chiffres, c'est simplement lié à une problématique simple, c'est celle de l'orientation. C'est la même chose que pour la France héritière de l'immigration. C'est la même chose que pour les Français issus de familles défavorisées ou de familles modestes.
on a un système d'orientation, je suis désolé de le dire, où on vous pose comme question, dites-moi d'où vous venez, quel est le statut social de votre famille, et je vous dirai quelles études vous pourrez faire. Eh bien, on a la même chose pour les femmes. La même chose. On ne va pas me faire croire que 50% des jeunes femmes, une majorité de jeunes femmes passant un bac S, ça les amène naturellement à se retrouver en droit ou en fac de lettres. Et donc, c'est bien la preuve qu'on a un système d'orientation dans lequel, eh bien, on vit sur des préjugés, on vit sur une histoire ancienne. Et je racontais une anecdote ce midi au déjeuner de presse que je ne vous raconterai pas parce qu'elle n'est pas politiquement correcte, d'un grand mathématicien français qui m'expliquait à quel point les mathématiques et la recherche fondamentale en mathématiques, ça ne pouvait être qu'une affaire masculine. Mais je n'évoquerai pas ce sujet, mais c'était intéressant. On avait probablement affaire à une des plus grandes intelligences du monde universitaire français, ayant été reconnue par tous ses pairs dans le monde entier, et qui vous expliquait pourquoi les grands mathématiciens seraient forcément français. Je me permets de vous signaler, masculin, je me permets de vous signaler que c'est la même chose, ou que c'était la même chose, quand on parlait des grands cuistots. Aujourd'hui, il y a quelques grands noms, j'en connais au moins une qui s'appelle Hélène Darroze. On disait la même chose des grands, on dit encore la même chose des grands scientifiques, et parce qu'il faut bien un clin d'œil, on le dit encore des grands conducteurs automobiles. Mais il n'empêche que nous avons besoin de construire un système éducatif dans lequel l'orientation soit revue de fond en comble. C'est valable pour les femmes comme pour les sujets que j'abordais tout à l'heure. Troisième sujet que je voudrais évoquer, qui est la question de la violence faite aux femmes. On racontait tout à l'heure ces chiffres, et on rappelait ces chiffres qui sont terribles. Une femme qui meurt tous les 3 jours d'une violence, c'est absolument abominable. Ça devrait être le scandale de la République. 75 000 viols par an, ça devrait être quelque chose qui soit porté par la République comme une priorité absolue. Les propositions sont sur la table. On a parlé aussi de ces grands pervers qui créent là aussi des violences mentales absolument considérables. Eh bien, il y a des solutions. Il suffit sur ce sujet de mettre en œuvre les rapports qui ont existé, qui ont été rendus à de nombreuses reprises. Vous avez parlé du travail de Valérie Létard sur le sujet. Tout ça existe. Il faut simplement en faire une priorité absolue de la nation. J'évoquais tout à l'heure ce nouveau contrat social. Avec cela doit pouvoir avancer. J'ajoute une chose. Il y a la question qu'on n'a pas du tout abordée, que je regrette, qui est la question des familles monoparentales, Jean-Marie. Personne n'a évoqué ce sujet. Parce que les familles monoparentales, c'est un poids pour l'homme comme pour la femme, mais ça l'est plus encore pour la femme, parce que la plupart du temps, c'est elle qui a la garde des enfants. Permettez-moi simplement sur ce sujet de vous faire observer que moi, qui suis issu de l'autre moitié de l'humanité, j'aimerais que l'égalité, le principe d'égalité s'applique au moment des jugements de divorce. Dans les deux sens. Il n'y a pas de raison qu'on considère que par nature, la garde des enfants doit être confiée aux femmes. Il n'y a pas de raison. Pardon ? Sinon, comment font les pères veufs avec un petit bébé ? La justice ne vient pas leur prendre, ils les lèvent. Bon, bah donc vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Ah, bon, ouf. Et donc j'aimerais bien qu'en la matière, alors est-ce que ça nécessite une disposition législative ? Probablement pas, mais que l'on considère que dans des moments de rupture familiale comme celui du divorce, eh bien, on considère que l'égalité, elle s'applique dans les deux sens. Mais j'ajoute un sujet sur les familles, sur le droit, sur les conditions de travail. On évoquait en effet les réunions après 18 heures. On évoquait le fait qu'on est une organisation sociale et professionnelle
qui ne favorise pas les parcours professionnels des femmes. Bien, moi, je pense que ce sujet-là va changer à cause ou grâce aux familles monoparentales. Parce que les hommes, progressivement, au moins au titre de la garde alternée, vont être confrontés aux mêmes problèmes que les femmes. Et donc là où ils sont encore en situation d'imposer les rythmes de travail, ils seront un jour amenés à tirer les mêmes conséquences que celles qu'ont tirées depuis bien longtemps les femmes. Et donc moi, ce que je souhaite, c'est que bien entendu les entreprises intègrent des modalités de travail et des modalités d'organisation qui permettent aux femmes de pouvoir s'épanouir professionnellement. Mais je pense que la déstructuration et la décomposition du modèle familial va probablement nous faire avancer assez rapidement. Enfin, dernier sujet que je voudrais évoquer sur les familles monoparentales, c'est qu'il rejoint un autre sujet qui est la question du logement. Nous allons consacrer une convention sur le logement. C'est une des priorités absolues d'un futur gouvernement. Parce qu'en France, on n'a pas assez construit. Il manque 1 million de logements en France, d'où les prix des logements ahurissants qui fait qu'on est en train d'empêcher de vivre dans le centre des villes et qu'on met sur la question du pouvoir d'achat une pression colossale. Quand vous avez en tête qu'on consacrait 15% de son revenu au logement il y a moins de 30 ans et qu'on y consacre près de 30% aujourd'hui, quand on parle du pouvoir d'achat, une des priorités absolues, c'est de construire. Donc on n'a pas assez construit. Et je suis désolé de vous dire, on a mal construit. On consacre à ce que j'appelle du logement fiscal, c'est-à-dire les dispositifs Robien, Périsol, Borloo, etc., etc. On consacre 30 000 € pour des logements, souvent dans des régions où on n'en a pas besoin, quand aujourd'hui l'État consacre 3 000 € à un logement social. Or, le logement social, ça ne s'adresse pas qu'aux milieux défavorisés et aux cas sociaux, ça s'adresse à 60% des familles françaises. Eh bien, ça s'adresse d'abord et avant tout aux familles monoparentales. Et donc, quand on veut régler et quand on veut aborder la question des femmes qui sont en situation monoparentale devant trouver des conditions de logement, cela impose d'abord et avant tout d'inverser la politique de logement en France et de faire en sorte que, d'abord et avant tout, l'État mette le maximum de moyens sur le logement social et un peu moins sur le logement privé qui a été construit en dépit du bon sens depuis 20 ans en France, ce qui amène, dans bien des régions, des logements et des immeubles et des résidences entières à être plus noirs le soir que des logements ou des résidences à Palavas-les-Flots au mois de novembre. Eh bien ça nous impose d'inverser complètement la politique du logement et de porter l'essentiel de l'effort de la nation sur le logement social, sur le logement intermédiaire, notamment à l'adresse des femmes qui se retrouvent seules à élever leurs enfants. Dernier sujet que je veux aborder, c'est bien entendu la question des structures d'accueil. Il faut en effet des structures d'accueil suffisantes, mais il faut aussi, là encore, faire confiance au système associatif, faire confiance aux Français, faire confiance aux organisations sociales, faire confiance aux corps intermédiaires et considérer, comme on peut le faire dans les pays scandinaves, qu'il y a des structures parentales qui doivent être favorisées, qui doivent être autorisées pour permettre d'accueillir notamment des enfants qui sont élevés par des familles qui sont en horaire décalé ou en horaire atypique. Savez-vous combien il y a en France de crèches ou de structures d'accueil périscolaires pour des horaires décalés? Savez-vous combien il y en a? Une structure d'accueil en France, elle est à Chanteloup-les-Vignes. C'est la seule. Et elle était sur le point de fermer. Et donc, on a là, sur le sujet, besoin à la fois de laisser l'inventivité de nos compatriotes, de leur laisser libre cours pour créer toutes les formes possibles, sans les encadrer dans des normes infernales, et en même temps, être profondément incitatif. Et sur ce sujet-là, eh bien, il faut faire comme sur le logement social,
on a imposé aux collectivités locales un quota de 20%, eh bien, il faut faire en sorte que la loi prévoie un système impératif pour que nous ayons en France des structures d'accueil pour enfants en nombre suffisant. Excusez-moi de vous dire, beaucoup de communes ont beaucoup investi dans l'enfouissement des réseaux, les trottoirs, les places magnifiques, moi le premier. J'ai fait aussi pour les structures d'accueil, donc je n'ai rien à me reprocher, mais je préférerais qu'on mette un peu plus d'argent dans les structures d'accueil pour nos enfants, qu'ils soient avant 3 ans ou qu'ils soient en périscolaire, plutôt que dans des enfouissements de réseau. En termes de priorité nationale, celle-ci me paraît devoir supplanter la seconde. Enfin, dernier mot que je voudrais dire, ce sujet-là, c'est le nôtre. C'est le nôtre. Parce que nous portons la société de la reconnaissance que j'ai évoquée tout à l'heure, et c'est le nôtre parce que, mesdames et messieurs, moi qui ai voté pour Valéry Giscard d'Estaing en 1981, eh bien, c'est l'Union pour la démocratie française qui a probablement le plus fait pour les femmes durant les 30 dernières années. Que vous preniez les sujets les uns après les autres, qu'il s'agisse de la loi sur l'IVG, qu'il s'agisse du remboursement des moyens de contraception ou de tout autre sujet, eh bien, je le dis, c'est souvent notre famille politique qui a été à la pointe du combat, et donc il nous appartient en 2012 d'être à la pointe du combat sur ce sujet-là. Je vous remercie.